Bonjour, chronique, livre aujourd'hui, mais essai, puisque je vais vous parler de L'autre face de la Lune, écrit sur le Japon, de Claude Lévi-Strauss. Il y a une préface par Junzo Kawada, ça a été publié aux éditions du Seuil dans la collection La librairie du XXIe siècle en 2011, sachant que c'est un recueil donc qui reprend des textes composés entre 1979 et 2009. C'est un petit bouquin, il fait 189 pages, avec 16 pages de planches qui sont des photographies de Claude Lévi-Strauss essentiellement. L'éminent anthropologue Claude Lévi-Strauss avait une passion bien connue pour le Japon, entretenue depuis l'enfance, quand son père récompensait ses bons résultats scolaires par des estampes. Entre 1977 et 1988, tardivement donc, Lévi-Strauss est né en 1908 et est mort en 2009, il s'est rendu 5 fois au pays du soleil levant. La culture japonaise a régulièrement infusé dans sa réflexion scientifique. Pour autant, dans son rapport au Japon, Lévi-Strauss n'était qu'assez peu anthropologue et de son propre aveu. La méconnaissance de la langue japonaise, notamment, ne lui permettait guère de mener sur place des études comparables à celles fameuses que l'américaniste avait effectuées notamment au Brésil au milieu du XXe siècle. Il a pu accompagner des ethnographes sur le terrain, notamment à Okinawa, mais restait alors en retrait. Il en donne une bonne idée dans l'article Hérodote en mer de Chine, semble-t-il le plus connu de l'ensemble de ce recueil. Ce rapport particulier imprègne l'ensemble des articles souvent brefs constituant ce petit ouvrage qu'est L'autre face de la Lune, et qui rassemble la plupart des écrits de Lévi-Strauss, ainsi qu'une interview pour la NHK, portant sur le Japon, entendre par là essentiellement au-delà de quelques lignes seulement dans une étude portant sur un autre sujet éventuellement plus abstrait. À titre d'exemple, Lévi-Strauss a beaucoup écrit sur la notion de maison qu'il a contribué à forger, et j'avais pu lire ça et là, sauf erreur, quelques références passagères au système Mie qui ne figurent pas dans ce recueil. Parmi ces articles, il y en avait d'ailleurs un que j'avais déjà lu et évoqué ici, sa préface au petit traité de Louis Freus, européen et japonais. Notez au passage que certains de ces articles, semble-t-il, n'avaient été publiés qu'au Japon avant d'être ainsi recueillis. Mais il ne faut donc pas s'attendre ici à lire un Lévi-Strauss scientifique, celui, mettons, des structures élémentaires de la parenté ou des mythologiques, et qui, avouons-le, peut se montrer aride. Mais un auteur plus décontracté ou moins rigoureux, à chacun de voir quelle expression est la plus appropriée, ce qui peut décevoir. En même temps, on peut éventuellement établir un lien entre cette approche et celle de ses ouvrages les plus accessibles, néanmoins sérieux, comme Triste Tropique, ou peut-être aussi Race et Histoire. Je dois confesser n'avoir guère lu Lévi-Strauss au-delà, mais il ne faut donc pas se tromper quant au contenu de ce recueil. Sans pour autant d'ailleurs accorder trop d'importance aux deux premières communications recueillies, Place de la culture japonaise dans le monde, 1988, et L'autre face de la Lune, 1979. Il s'agit là de deux textes très protocolaires, des allocutions prononcées par l'auteur envisagé comme un invité prestigieux, et de son propre aveu certes enthousiaste mais pas des plus compétents en la matière. Le rapport à la culture japonaise dans les deux, mais surtout dans le second, le plus ancien de l'ensemble, est relativement convenu, passant par des thèmes très classiques et récurrents, la cuisine, une fameuse préoccupation de l'auteur, mais aussi les estampes donc, ou la musique, qu'il n'a découverte que tardivement mais qui l'enchantait. Et Lévi-Strauss ne s'y aventure guère dans la théorie, même s'il y évoque déjà une idée récurrente de ses articles, plus ou moins bien étayée par ailleurs, je cite page 51, la philosophie occidentale du sujet est centrifuge, tout part de lui. La façon dont la pensée japonaise conçoit le sujet apparaît plutôt centripète. Et d'avancer plusieurs exemples qui reviennent régulièrement et qui illustrent la préface à européens et japonais, comme le maniement de la scie importé de Chine, etc. Ces textes sont d'une lecture agréable, mais il ne faut probablement pas leur accorder trop de crédit. À vrai dire, Lévi-Strauss lui-même témoigne à plusieurs reprises de ce que sa manière d'envisager le Japon, a fortiori depuis 1979, avec les voyages sur place qui se sont enchaînés ensuite, a pu être mise à mal. L'exemple le plus palpable, et que l'auteur lui-même met en avant de la sorte, porte sur la conscience écologique des Japonais, qu'il idéalisait bien trop en la rapprochant de ses propres préoccupations en la matière. Un constat qui doit sans doute beaucoup à la relation de l'auteur avec l'anthropologue, africaniste sauf erreur Kawada Junzo, qui fut entre autres le traducteur japonais de Triste Tropique et qui avait mené la très intéressante interview pour la NHK concluant l'ouvrage. Il livre ici également une très courte préface, sans véritable intérêt, et a également confié quelques photographies pour un cahier de planches en fin de volume. Il y a, à vrai dire, des choses plus gênantes dans ces deux articles, mais qui découlent probablement de leur dimension protocolaire, donc. J'ai en effet le sentiment que Lévi-Strauss, par la force des circonstances, s'y autorise des comportements qui ne devraient guère être ceux d'un anthropologue dans l'absolu. Et oui, j'ai bien conscience que cette remarque est absurdement gonflée de ma part.
Ainsi, il flatte la culture étudiée, qu'il idéalise donc, et il faut aussi relever que dans l'ensemble de l'ouvrage, cette fois, il a par ailleurs tendance à se focaliser sur le passé japonais plutôt que sur le Japon présent, y compris quand il visite un Tokyo inconnu, en préface à l'édition japonaise de Triste Tropique, et se remémore surtout une délicieuse promenade en bateau sur la Sumida. Il a même en une occasion une formule un peu brutale et étonnante qui fait spécifiquement du passé l'affaire de l'anthropologue. Mais il s'autorise en outre un vague ethnocentrisme un peu déconcertant au regard de sa longue et remarquable carrière d'anthropologue, ce que l'idée même du Japon comme une autre face de la Lune, entendre par là que la face habituelle est celle de l'Europe, qui désigne régulièrement par la troublante expression de vieux monde. Cette idée donc semble impliquer de manière un peu paradoxale l'ethnocentrisme, alors qu'elle se veut un plaidoyer pour une réévaluation de la place de la culture japonaise dans le monde. On notera par exemple, même si c'est loin d'être inintéressant, comment il est amené presque systématiquement à comparer des éléments majeurs de la culture japonaise à des équivalents essentiellement français, même si là encore c'est au bénéfice, au prestige même de la culture japonaise toujours antérieure. Ainsi, et à plusieurs reprises là encore, envisageant le dit du Genji de Murasaki Shikibu, il évoque parallèlement la nouvelle Héloïse de Rousseau, de même qu'il rapproche le dit des Heike des mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. Ce qui n'est probablement pas sans fond, mais témoigne avant tout de ce que cet ouvrage, ou en tout cas ses deux premiers articles, ne relève guère de la rigueur scientifique, ou du moins est-ce ce que je tends à croire. Ceci dit, l'approche passionnée de ces articles est en même temps une approche artistique, esthétique, littéraire, qui les rend d'une lecture agréable. Et parfois, l'auteur peut ainsi se permettre d'aller davantage au fond des choses, ce dont témoigne tout particulièrement ici Sengai, l'art de s'accommoder du monde, article dans lequel il dissèque aussi bien l'œuvre picturale de Sengai précisément, en envisageant comme indissociable la peinture et la calligraphie, que l'art japonais entendu de manière plus large, et dans d'autres domaines comme la poésie ou la poterie, qu'il loue tout particulièrement, non seulement pour les réalisations zen, mais surtout pour celle de la période Jomon, à laquelle il revient très souvent, comme la plus fascinante, précoce et singulière culture de la poterie dans le monde entier. Mais il relève en même temps à chaque fois combien ces associations se conjuguent avec ce qu'il identifie comme un véritable principe fondamental de séparation, des couleurs par exemple. Et il inclut dans son essai le biais dérivant de ses propres goûts en la matière, héritage des estampes que lui offrait son père quand il était un écolier. J'y vois peut-être à tort comme une variation sur l'esthétique à même de rappeler aux meilleurs souvenirs de l'éloge de l'ombre de Tanizaki, avec certes les mêmes précautions à prendre. Toutefois, les articles les plus intéressants à mes yeux, s'ils sont souvent aussi les plus brefs, sont ceux dans lesquels Claude Lévi-Strauss traite du Japon au prisme d'un de ses principaux centres d'intérêt en tant que scientifique, la mythologie, une préoccupation qui peut occasionnellement ressortir dans les autres articles également. Connaisseur du Kojiki, en traduction donc, l'anthropologue établit des passerelles entre les mythes japonais et ceux d'autres cultures. Par exemple, dans le Lièvre blanc d'Inaba, il compare une fable animalière un peu incongrue dans le contexte du Kojiki avec d'autres fables très proches dans les mythologies amérindiennes, celles qu'il connaît le mieux de par ses travaux. C'est aussi à cet égard qu'il entend repenser la place de la culture japonaise dans le monde, quitte à faire appel à la géologie et au climat pour rappeler que, dans un lointain passé, il a pu y avoir des passages entre l'Asie continentale, et notamment l'Asie du Sud-Est, où il suppose que se trouve le mythe originel dans ce cas précis, et aussi bien l'Océanie que l'Amérique, le Japon ayant pu constituer un lieu de passage important. D'une certaine manière, il procède un peu de même quand, dans Hérodote en mer de Chine, issu de mélange en l'honneur du fameux helléniste Jean-Pierre Vernant, puis dans la danse impudique de Hameno Tsume, non content de revenir sur la fable du lièvre blanc d'Inaba, il se penche sur les ressemblances, mais peut-être plus encore les différences jugées plus significatives, un thème qu'il développe bien sûr dans Apprivoiser l'étrangeté, soit la préface européen et japonais de Louis Freus. Il se penche donc sur les ressemblances et les différences entre des mythes japonais et, notamment, grecs et égyptiens, supposant là aussi une autre origine commune, probablement du côté de l'Asie mineure. Et il est tentant de faire ce genre de comparaison. Votre ignare serviteur lui-même s'en est d'ailleurs fait l'écho, par ici, le Kojiki comprenant un fameux épisode qui ne manquera pas de rappeler le mythe d'Orphée à quiconque est imprégné d'un minimum de culture grecque, si, par exemple, le lien entre le vase de Pandore et l'histoire d'Urashima Taro est peut-être plus tendancieux. Mais encore une fois, ces articles sont assez brefs, voire lapidaires, et Claude Lévi-Strauss prend bien soin de rappeler qu'il n'a rien d'un spécialiste du Japon. Et je ne suis certes ni un anthropologue, ni un spécialiste du Japon, ni un spécialiste de la mythologie comparée. Dès lors, toutes ces remarques sont à manipuler avec précaution, et j'ai pu écrire quelques bêtises. Le sentiment demeure d'un ouvrage plutôt léger dans l'abondante et très sérieuse bibliographie de Claude Lévi-Strauss, un ouvrage par ailleurs d'une lecture agréable, mais assez clairement mineure, une lecture dispensable dès lors, si loin d'être inintéressante.
C'est tout pour aujourd'hui, l'instant promotionnel, donc comme d'habitude. Eh bien écoutez, vos commentaires, vos remarques sont bienvenus, surtout si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me le signaler, et sont tout aussi bienvenus les pouces bleus vers le haut si possible, ou les abonnements également, tout ça m'intéresse quand même pas mal. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique.